Reculez! La peur. Des terreurs ancestrales ancrées dans notre ADN, aux cauchemars modernes qui rongent notre esprit. La peur nous protège du danger, mais peut aussi nous gâcher la vie. Qu'est-ce que la peur? D'où vient-elle? Nous fait-elle du bien ou du mal? Peut-on éliminer la peur? Et si oui, quelles en sont les conséquences? La réponse se trouve dans l'étonnante et même choquante science de la peur. La peur est la plus forte émotion humaine. L'amour, la colère, le chagrin et la joie ont tous leur place. Mais la peur influe sur nos prises de décision chaque seconde de notre vie. On pense que notre esprit contrôle nos faits et gestes. Mais les scientifiques ont démontré que la peur prend le dessus sur la raison. Physiquement, on se met à transpirer un peu et à trembler. Le cœur bat beaucoup plus vite. On se contrôle plus et on a des sueurs froides. On a le souffle coupé et notre champ visuel se rétrécit. L'estomac se noue et le cœur bat très fort. On a l'impression d'avoir un poids qui s'abat sur nous. On a mal au ventre et on se sent en danger sans vraiment savoir pourquoi. Liz Phelps est professeure de psychologie à l'Université de New York. Ses recherches révolutionnaires ont changé notre façon de comprendre comment fonctionne la peur, ce qui la déclenche et comment on peut l'éliminer. Je ne crois pas au fait que certaines personnes n'aient vraiment peur de rien. Certaines personnes ont peur de presque tout et d'autres semblent n'avoir peur de rien. Mais si vous mettez ces personnes devant un bus qui leur fonce dessus, elles auront peur. Si on ne ressent pas cette peur, c'est qu'on est probablement mort. La peur est une réaction automatique et involontaire déclenchée par le corps face à une menace. Imaginez que vous êtes avec un ami et que vous marchez vers votre voiture. L'endroit vous est familier, vous discutez, vous avez relâché votre vigilance. Ce qui se passe ensuite se déroule vite. La réaction à l'apparition soudaine d'une menace se manifeste d'abord dans une petite partie du cerveau appelée l'amygdale. L'amygdale fonctionne en permanence et est toujours à l'affût du moindre danger. Quand elle repère une menace, elle déclenche une alarme. Notre système neurovégétatif, qui contrôle des fonctions qui marchent sans qu'on ne s'en rende compte, comme la respiration, s'active intensément. En l'espace de quelques secondes, le corps se prépare au combat. Un raz-de-marée de substances chimiques déferle dans le sang, tels que des stimulants, comme l'adrénaline ou le cortisol, qui accélèrent les battements du cœur et propulsent le sang vers les muscles. L'esprit et le corps fonctionnent alors en accéléré, ce qui change notre perception du temps. Tout semble se dérouler au ralenti. Vous avez peut-être l'air d'être figé par la peur, mais en réalité, durant ces quelques secondes, vous rassemblez des données et vous prenez des décisions. Votre première réaction instinctive serait peut-être d'arracher le couteau à l'agresseur. C'est alors qu'intervient une autre partie du cerveau, l'hippocampe. L'amygdale gère vos émotions tandis que l'hippocampe contrôle votre esprit logique. L'hippocampe pose des questions telles que « Est-ce que mon agresseur est plus fort ou plus rapide que moi? Est-ce que je saurais le battre? Est-ce que ma partenaire et moi risquons de mourir ?» Malheureusement, l'hippocampe ne fait pas toujours son travail. L'amygdale répond immédiatement et la réaction est émotionnelle. L'hippocampe prend plus de temps, parfois même trop de temps pour nous tirer d'affaire. L'amygdale est notre cerveau d'homme des cavernes. Il est nerveux et est toujours prêt à parer une attaque.
il est conçu pour avoir deux types de réponses à la peur, le combat ou la fuite. C'est une réaction physique et non réfléchie face aux menaces. C'est une réaction primitive. Certaines de nos peurs les plus profondes remontent aux ères primitives. Un simple test permet de voir si ces peurs héréditaires sont ancrées en nous. Voici notre boîte à peurs. Derrière cette trappe, il y a des araignées en plastique. Ici, il y a un rat en peluche. Et là, il y a un serpent vivant mais inoffensif. On va attendre que des passants s'arrêtent et on verra comment ils réagissent. Commençons par les araignées. Il y a des animaux là-dedans? Passez votre main dans chaque compartiment. Il y a des animaux à l'intérieur? Glissez votre main dedans et vous verrez. J'espère que c'est pas ce qu'il y a sur le dessin. J'ai peur. Vous êtes sûr? D'accord. Oui? Ça y est! Vous avez réussi! Passons au rat. Oh mon Dieu! Allez! Oula! Oh non! Oh non! Allez. Oula. Je mettrai pas ma main là-dedans. Non. Oh la vache. C'est un rat! Je suis fière de toi, chérie. Ouais, c'est ça. Et enfin, un véritable serpent vivant. Je ne peux pas. Pas question. D'où Jésus? C'est un vrai? Non! Je suis désolée. Ça suffit, coupez. On serait génétiquement programmé pour ressentir la peur. La peur est l'une des émotions d'adaptation les plus importantes chez l'homme, car elle nous indique ce qui est dangereux. Chaque espèce a un moyen pour éviter les choses qui sont une menace à sa survie. On est donc évidemment programmé pour ressentir la peur. Il y a des millénaires, nos ancêtres ont appris que les serpents, les araignées et les rats pouvaient être dangereux. Aujourd'hui, les zones primitives de notre cerveau continuent d'envoyer des signaux d'alerte quand on est face à nos anciens ennemis. Au fil de l'évolution, ces peurs se sont ancrées au plus profond de nos gènes. Mais qu'en est-il des peurs modernes ? À l'université de New York, la psychologue Liz Phelps implante des peurs dans les esprits des gens, et ce, au nom de la science. La peur est une des choses les plus simples à apprendre. C'est logique, car on n'a pas souvent de deuxième chance quand on est face à une véritable menace à notre survie. Il suffit donc d'une seule occasion pour acquérir une nouvelle réaction de peur. Quand une nouvelle expérience vous fait ressentir de la peur, votre cerveau enregistre toutes les informations qu'il peut collecter des 5 sens. Dans ce cas, le sens le plus fort est la vue. Mais l'ouïe, l'odorat, le toucher et même le goût peuvent provoquer une réaction de peur. Un exemple typique de ce qu'on appelle une réaction de peur acquise est celle de la fraise du dentiste. Avant votre première visite chez le dentiste, ce bruit ne signifiait probablement rien pour vous. Mais si vous allez chez le dentiste et qu'il vous fait toutes sortes de choses désagréables, comme manipuler vos dents, s'il vous fait une anesthésie, etc., eh bien si vous entendez la roulette, vous associerez ce bruit à une douleur ou une gêne potentielle.
Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Brian. Enchanté, Brian. Moi de même. On va prendre votre pouls. Tendez votre doigt, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui déclenche la mémoire des sens, provoquant ainsi la peur? Par ici. Merci. Ces 4 personnes ont toutes eu des soins dentaires douloureux pendant leur enfance. On va leur bander les yeux et on va les emmener un par un dans un cabinet dentaire. À droite. Ils ne savent pas où ils vont, À gauche. mais leur sens devrait le savoir bien avant que leur esprit conscient ne se rende compte où ils se trouvent. Leurs fonctions vitales seront contrôlées à chaque étape de leur périple vers la roulette. À droite. Avancez jusqu'à la chaise. Premier arrêt, la salle d'attente. Leur subconscient ressent déjà un danger. Chez les 4 cobayes, le pouls et la tension augmentent de 5 à 10 points en entrant dans la salle d'attente. Puis de l'anesthésiant est libéré dans l'air. Votre pouls est à 90. Comment vous sentez-vous? Ça va. Vous tenez le coup? Ouais. Quel genre d'émotion ressentez-vous? Un peu d'incertitude, de confusion et de curiosité. Votre tension et votre pouls sont assez élevés. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça vous rappelle des situations que vous avez déjà vécues? La dernière fois que ma tension a été aussi élevée, c'est quand je me suis fait enlever les dents de sagesse. Ce bruit m'a rappelé la douleur. J'ai la gencive un peu endolorie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la bouche qui s'assèche. J'ai envie de vomir. Que ressentez-vous en entendant ce bruit? J'ai vraiment très peur. Si une chose vous stresse ou vous fait mal une fois, elle provoquera probablement une réaction de peur tout au long de votre vie. Si la roulette touche un nerf une fois, vous aurez peur du dentiste pour le restant de vos jours. Vous êtes conditionné à avoir peur de la roulette. Et on peut être conditionné à avoir peur de n'importe quoi ou presque. Dans cette expérience, on cherche à savoir comment on acquiert les peurs. En théorie, on ne peut pas avoir peur d'un élément neutre, comme un carré bleu. Mais je peux faire en sorte que vous ayez peur de ce carré bleu si je l'associe à une décharge électrique. Si je fais cela 2 ou 3 fois, vous associerez ce carré bleu au risque de recevoir une décharge. Si je regarde la réaction de votre corps à ce moment-là, je verrai une réaction de peur classique. Le cobaye, une étudiante du Dr Phelps, voit une série de formes de couleurs sur un écran d'ordinateur. Quand le carré bleu apparaît, après seulement 3 décharges, cette femme tressaillit dès que le carré bleu apparaît. Elle réagit toujours, même après que les décharges se sont arrêtées. Afin de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, elle va subir une autre série de tests. Mais cette fois-ci, elle le fera en passant une IRM du cerveau. On associe un carré bleu à une décharge électrique. On prend un autre stimulus neutre, comme un carré jaune, et on ne l'associe jamais à une décharge. On regarde alors dans le cerveau pour voir quelles parties sont plus actives lorsque la personne voit le carré bleu. Voici à quoi ressemble un cerveau au repos. Et voici comment il réagit quand il voit un carré bleu. Les neurones de l'amygdale, le centre qui détecte les menaces, s'illuminent quand le carré apparaît.
La petite partie du cerveau qui contient nos peurs ancestrales, comme celle des araignées et des serpents, enregistre aussi les nouvelles peurs. Maintenant qu'elle a été conditionnée, cette femme passera-t-elle sa vie à tressaillir dès qu'elle verra un carré bleu? Si je continue à vous montrer le carré bleu sans vous donner de décharge électrique, au bout d'un moment, vous allez comprendre que le carré bleu ne représente plus de danger et vous ne réagirez plus. En général, notre cerveau garde en mémoire les peurs utiles, telles que celle d'être renversé par une voiture, et élimine les peurs inutiles, comme celle des carrés bleus. Mais parfois, des peurs irrationnelles restent en nous. Elles deviennent alors des phobies. Les phobies sont des peurs incontrôlables. L'amygdale, toujours très nerveux, déclenche une réaction de peur quand il ne le devrait pas. Et le reste du cerveau est incapable de le calmer. J'ai une grande phobie des escalators. Je ne prends plus l'avion. Les montagnes russes. J'ai une peur bleue des grandes roues. J'ai peur des hauteurs. Il y a toutes sortes de phobies. Les phobies arrivent quand les réactions de peur échappent à tout contrôle. Mais cela ne se produit pas chez tout le monde. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sujettes à la peur que d'autres? Le docteur Nathan Fox de l'Université du Maryland étudie la façon dont la peur évolue de l'enfance à l'âge adulte. Afin de trouver ses cobayes, il a mis au point un test pour identifier les niveaux de peur chez les jeunes enfants. On fait entrer un enfant de 2 ans avec sa mère dans une pièce qu'il n'a jamais vue auparavant et on voit comment il s'acclimate à ce nouvel environnement. Voici Sam. Au bout d'1 ou 2 minutes, on fait entrer un adulte qu'il ne connaît pas. Celui-ci s'assied par terre et ne regarde pas l'enfant. Au bout d'1 minute, l'adulte prend un jouet attrayant et commence à jouer avec. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si l'enfant va vers l'adulte ou s'il reste auprès de sa mère. Il est plutôt aventureux. Ensuite, on sort un robot qui fait beaucoup de bruit et qui se déplace très lentement. Les enfants peureux se méfient non seulement des gens qu'ils ne connaissent pas, mais aussi des objets inconnus, notamment ceux qui font beaucoup de bruit. Il retourne vite auprès de sa mère. Il faut savoir que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. Emily va maintenant entrer avec une boîte noire dans les mains. Elle va voir s'il va plonger sa main dans cette boîte. Pour cela, elle va lui dire qu'il y a un super jouet à l'intérieur. Viens voir cette boîte. Tu veux y plonger ta main? Il y a un jouet à l'intérieur. Mets ta main dans la boîte. Elle va maintenant prendre un masque de gorille. Je vais jouer avec ce masque de gorille. Viens prendre ce masque. Il n'a pas l'air d'avoir peur du masque. Maman, 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 maman. Sam et Ben sont des faux jumeaux.
Si Sam n'est pas particulièrement peureux, Ben, lui, vit un vrai cauchemar. Maman. Ben montre qu'il a peur dès le début. Il reste près de sa mère pendant toute la durée de l'expérience. Regarde, maman. Je ne pense pas qu'il va participer à tout cela. Il reste collé au mur. Viens voir cette boîte noire. Tu veux mettre ta main dedans? Non. Je veux pas. Tu veux mettre ta main dans la boîte? Non, je veux pas. Non. Là encore, il ne veut pas participer. Viens le toucher. Regardez. Il s'éloigne un peu de sa mère. C'est bien, mais ce n'est pas assez. La plupart des enfants sont comme Sam. Ils se méfient de certaines choses, mais pas d'autres. Le comportement de Ben était plus constant. Toutes les choses qu'on lui a présentées l'ont inquiété. Quand les enfants comme Ben grandissent, leur peur de l'inconnu peut se transformer en anxiété sociale. Les tout-petits peureux ont souvent des problèmes à l'adolescence. Mais tout aussi souvent, ce n'est pas le cas. Ben pourrait très bien devenir un jeune homme sûr de lui. Environ 50% des enfants très peureux que l'on voit ici gardent le même niveau de crainte tout au long de leur enfance. Mais l'autre moitié de ces enfants devient moins peureux en grandissant. Ils ne sont pas non plus exubérants et ne se transforment pas en casse-cou, mais ils ne sont plus peureux. Comment se fait-il que certains enfants apprennent à contrôler leur peur alors que d'autres n'y arrivent pas? Il s'est avéré que les enfants peureux qui allaient à la garderie avec d'autres enfants avaient plus tendance à modérer leur peur que ceux qui restaient chez eux. De plus, on a remarqué que la façon dont agissent les parents exacerbe les peurs de l'enfant, notamment s'ils surprotègent leur enfant, car celui-ci a peur de sortir et d'être confronté à des éléments nouveaux. Mais quand les parents protègent moins leurs enfants et les exposent à plus de situations, les enfants réussissent mieux à modérer leur peur que les enfants surprotégés. Mais ce n'est pas parce qu'on a des parents décontractés et qu'on est exposé à d'autres enfants que l'on devient un enfant détendu. Comme ce sont des jumeaux, Sam et Ben sont élevés dans exactement le même environnement. Si Ben fait partie des 50% qui modèrent leur peur en grandissant, ce changement ne se fera peut-être pas seulement sur le plan émotionnel. Des études récentes ont montré que le cerveau change physiquement afin de contrôler les réactions de peur. Des neurologues ont découvert que les enfants anxieux ont tendance à avoir un cortex préfrontal plus épais que les enfants plus calmes. Le cortex préfrontal atténue le signal envoyé par l'amygdale. C'est une sorte d'amortisseur de choc émotionnel. Si vous êtes né avec une amygdale très active, votre corps peut compenser en renforçant votre cortex. Et la science a encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet. On sait que les individus sont différents, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas si c'est dans leurs gènes, si ce sont des notions acquises, si c'est au niveau de leur structure du cerveau ou s'ils ont une perspective particulière qui pourrait être inculquée aux autres. Cette notion sera essentielle si on veut comprendre à l'avenir comment fonctionne la peur.
chaque personne est unique. Mais les humains fonctionnent en troupeau. Et la peur est contagieuse. L'amygdale, le centre qui contrôle la peur dans le cerveau, déclenche notre réaction de combat ou de fuite face aux menaces. Que ce soit des peurs ancestrales qui nous ont été transmises au fil de l'évolution, ou des éléments qu'on a appris à craindre. Notre façon de gérer la peur peut dépendre de notre développement physique et mental. Mais ce n'est pas tout. L'homme est un animal social. Quand on est en groupe, chacun influence le comportement des autres. Si vous mettez une personne effrayée au sein d'un groupe de gens calmes, très vite, vous vous retrouverez avec un groupe de personnes effrayées. Cela peut se faire de façon involontaire ou intentionnelle. Je peux vous transmettre ma peur. Souvent, on a peur de quelque chose car notre mère nous avait dit que c'était une chose très dangereuse, ou parce qu'on a vu une personne dans une situation difficile et on veut éviter de la vivre. C'est la communication sociale de la peur. Il est très facile de s'y adapter. On n'a pas besoin d'avoir souffert pour savoir ce qu'il faut éviter. Il suffit juste de le découvrir en regardant ou en écoutant les autres. 4 personnes ont accepté de participer à une expérience. Ils vont explorer une usine abandonnée qui est censée être hantée, d'après ce qu'on leur a dit. L'un d'entre eux, Pete, est angoissé et peureux de nature. Va-t-il transmettre sa peur au reste du groupe? Nous allons suivre le périple émotionnel du groupe en équipant les volontaires de caméras infrarouges qui vont filmer leur visage. Je m'appelle Bill et je vais vous faire visiter l'usine de la mort, qui est une ancienne conserverie de viande. Je ne suis jamais venu ici, donc ça va être une expérience inédite pour tout le monde. Il n'y a pas d'électricité à l'intérieur, à ma connaissance. Notre seule source de lumière sera ma lampe torche. Restez près de moi et restez groupés. On va donc descendre voir ce qu'il y a en bas. Voilà les escaliers. Je vais descendre en premier. Qui veut me tenir la main? J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. En pensant de façon rationnelle, le groupe sait qu'il ne s'agit que d'un vieux bâtiment. Mais les émotions primitives jaillissent immédiatement. Ils ont peur du noir et de ce qui pourrait s'y cacher. Voilà une porte. Oh mon Dieu. Elle paraît très lourde et elle est fermée avec un énorme cadenas. Ouvrons-la. Non, laissons-la. Oh mon Dieu, non. C'est le genre de couloir dans lequel on s'enfonce et dont on voit jamais le bout. On se croirait dans Shining. Non, arrête. Les plaisanteries et les rires nerveux sont des mécanismes typiques pour affronter la peur. Mais Pete envoie des signaux d'alerte très forts à travers ses mots et ses expressions du visage. Très vite, plus personne ne rit. Il y a du sang là. Non. Si, c'est du sang. Non, arrête. Au fur et à mesure que la peur augmente, le groupe montre des signes d'hypervigilance. Leurs yeux scrutent les lieux à la recherche du moindre danger et leur ouïe, leur goût, leur toucher et leur odorat sont plus sensibles. Il y a une odeur très bizarre ici. Quand on avertit quelqu'un d'un danger, on le fait en général par des mots. Gardez vos mains près du corps. Sérieusement, j'entends un truc bizarre. Je sais. Il y a une odeur différente dans chaque pièce. Oui. Oui, tu as raison. Regarde ça. Cette chaise. Oui, c'est flippant. Sortons d'ici.
C'est glauque. Attends-nous. Des recherches ont montré que la peur se transmet également par les phéromones. L'odeur de la peur ne se ressent pas de façon consciente, mais elle déclenche une réaction de peur de façon subliminale au sein d'un groupe. Il y a une odeur. Différente. Oui, voilà. La peur de Pete semble se propager aux autres. Attends, tu vas où, là? Suivez-moi. Voilà ce qu'on cherchait. C'est l'abattoir. Sérieux? On ne devrait pas aller là-dedans. La porte s'est ouverte facilement. Pendant des dizaines d'années, des animaux ont été abattus dans cette pièce afin d'en faire de la viande. Elle est abandonnée depuis les années 80. C'est flippant. C'est clair. C'est écrit « Soyez productifs ». Qu'est-ce que c'est? Sérieux? C'est ce qui est écrit. Tous les mammifères hurlent en cas de grand danger. Cela permet d'alerter le reste du groupe ou du troupeau. Plus le cri est dissonant et fort, plus il permet de communiquer la peur. Je vais aller voir ce que c'était. Non, n'y va pas. Non, 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 non. Je vais emmener une personne avec moi. Moi? Tu vas m'emmener? Non. Tu vas revenir, hein? Toi, viens avec moi. Il y avait du bruit, n'y va pas. Je suis sûr que ce n'était rien. Il n'y a plus que 3 personnes du groupe dans l'abattoir abandonné. Les signaux sensoriels sont transmis d'une personne à l'autre, ce qui stimule leur amygdale et déclenche leur réaction de combat ou de fuite. Quand des gens autour de vous commencent à paniquer, il n'y a plus de place pour la raison. L'émotion prend le dessus. Y a quelqu'un? C'est vous, les gars? Oh mon Dieu! Bill! Non, ne pars pas. Il faut rester ensemble, s'il te plaît. Je sais, je sais. Je vais pas m'aventurer dans le noir. Les gars, j'ai la trouille. Oh mon Dieu! La peur se propage comme un virus. Aujourd'hui, comme le monde est relié grâce à la communication de masse, elle peut infecter des millions de gens à la vitesse de la lumière. Il suffit juste de voir une image bouleversante. Nos ennemis connaissent le pouvoir de la peur, de même que nos dirigeants. La peur est un outil politique très efficace. Les citoyens effrayés font ce que leurs dirigeants leur disent de faire. Les gens prennent des décisions différentes quand ils sont confrontés à la peur. Ils veulent se protéger et privilégient les situations connues et confortables. Vous pouvez donc évoquer la peur dans un message de campagne électorale, par exemple, afin d'influencer les décisions des gens. Il est encore si facile pour les alarmistes de monter un groupe de personnes contre un autre. C'est encore la faute de l'homme des cavernes qui est en nous. Apparemment, c'est un fanatique. Dans la culture américaine, une des principales façons de définir des groupes est de les classer par race. Une personne de votre race fera partie de votre groupe et celle d'une autre race sera dans un autre. On a donc fait une expérience. Lors de cette expérience, les cobayes doivent regarder des photos de 2 hommes qui se ressemblent. L'un est noir, l'autre est blanc. Les sujets doivent appuyer sur une touche à chaque changement de photo. Mais quand ils appuient sur cette touche, ils reçoivent une décharge électrique, déclenchant une réaction de peur. L'hésitation perçue au niveau de leur temps de réaction montre que la réaction de peur est installée.
Il n'y a maintenant plus de décharge, et la réaction de peur disparaît progressivement. Mais elle ne diminue pas de façon égale. Les cobayes appuient sur les touches un peu plus lentement quand ils sont face à une photo d'une personne d'une autre race. Les sujets éliminent la peur de la personne de la même race qu'eux assez rapidement, mais ils s'accrochent à la peur de la personne de race différente. Cela est vrai qu'il soit noir ou blanc. On a remarqué que cet effet était moins important si le cobaye avait eu une relation avec une personne d'une autre race. Quand on fréquente une personne de l'autre groupe, elle finit par faire partie de votre groupe. Les humains sont tous prédisposés à cette peur de l'autre. Mais si on est conscient de ces préjugés, peut-on passer outre notre programmation émotionnelle et culturelle? Peut-être, mais ce n'est pas facile. Très souvent, quand les gens entendent parler de manie ou de pièges psychologiques, ils se disent « Je comprends que d'autres personnes puissent faire ces erreurs et qu'ils ne soient pas objectifs. Mais je suis une personne intelligente et cultivée, je ne ferai donc pas les mêmes erreurs. » C'est totalement faux. Tout le monde peut faire ce genre d'erreur. Si vous pensez que vous êtes invulnérable, en réalité, vous vous rendez encore plus vulnérable à ces erreurs et vous serez plus à même de les faire. Que cela vous plaise ou non, notre réaction de peur inconsciente guide notre façon d'agir. Et si on pouvait éliminer la peur à sa source? Dan Gardner est l'auteur du livre « Risque, la science et les politiques de la peur ». Quand vous regardez un film d'horreur où il y a un tueur caché derrière la porte avec un couteau à la main, vous savez que vous regardez un film et qu'il n'y a pas vraiment de tueur derrière la porte avec un couteau à la main. Mais indépendamement de cela, votre pouls s'accélère, vous respirez plus vite et vous avez une réaction de combat ou de fuite. Pourquoi? Parce qu'une partie de votre cerveau vous dit « Il y a vraiment un tueur derrière la porte avec un couteau ». C'est ce qui vous procure une montée d'adrénaline et vous donne des frissons. C'est effrayant et excitant en même temps. La réaction de peur est une réaction aussi naturelle et inconsciente que la respiration. Quand on la contrôle, elle peut nous sauver la vie. Mais si on ne la contrôle plus, elle peut nous détruire. Cependant, des scientifiques ont peut-être trouvé un moyen de vaincre la peur. Ces 20 dernières années, de nombreuses recherches sur la peur se sont concentrées sur notre façon de développer les peurs. Mais récemment, de nombreux chercheurs se sont concentrés sur une deuxième question, à savoir comment on peut éliminer des peurs. Actuellement, les peurs déraisonnées, comme les phobies, sont traitées en exposant les gens progressivement aux choses dont ils ont peur. On apprend aussi aux phobiques à réfléchir calmement et de façon impartiale à l'objet de leur peur. On appelle ce processus la régulation émotionnelle. Le but est de remplacer les vieux souvenirs effrayants par des nouveaux souvenirs rassurants qui ne déclencheront pas de réaction de peur. Imaginez que vous soyez dans un vol particulièrement chahuté et que vous développiez une peur de l'avion. Si vous vous forcez à reprendre l'avion et qu'il ne se passe rien de spécial, vous aurez de nouveaux souvenirs plus positifs. Peu à peu, vous aurez moins peur. Cela s'appelle l'apprentissage de l'extinction de la peur. Ça a l'air génial, mais il y a un hic. Le problème de l'apprentissage de l'extinction de la peur est qu'on se retrouve avec deux types de souvenirs. L'un d'entre eux dit « cette chose est dangereuse » et l'autre dit « cette chose est sûre ». Ces deux souvenirs se battent pour avoir une place dans le cerveau. Avec le temps qui passe, une réaction de peur disparue peut ressurgir. Votre ancienne peur est toujours enfouie au fond de votre amygdale. Une période de turbulence peut faire revenir votre terreur au galop. Quand ils se sont rendus compte de cela, les scientifiques ont cherché des moyens d'attaquer physiquement la source des peurs incontrôlables, comme les phobies. Ils ont découvert que nos mémoires ne sont pas aussi fortes que ce que l'on croyait. Ce que les gens savent de la mémoire est absolument faux.
On pense que la mémoire est comme une collection de photos entassées dans une boîte à chaussures. Ce sont des images fortes et fiables qui ne changent jamais. Mais la mémoire ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un processus organique. Nos mémoires évoluent et changent constamment, et ce afin de s'adapter aux besoins présents. Les scientifiques pensent qu'à chaque fois qu'on fait ressurgir un souvenir, celui-ci redevient nouveau. Et quand il est dans cet état, il est vulnérable. Si c'est vraiment le cas, on peut peut-être faire quelque chose pour interrompre cette remise en mémoire, qu'on appelle la reconsolidation, et se débarrasser de ce souvenir. C'est ce que font des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles. Et leurs résultats sont très concluants. Le cerveau du rat a beaucoup de similarités avec le cerveau humain. Il est plus petit, mais il lui ressemble beaucoup. Évidemment, on peut faire certaines choses avec un rat qu'on ne pourrait pas faire avec un être humain, comme injecter des produits dans certaines zones du cerveau pour voir s'ils ont des effets particuliers. Voici comment ils éliminent la peur. Ils commencent par mettre un rat dans une cage avec un fond particulier. Ils apprennent au rat à craindre cet endroit en lui envoyant des décharges électriques. Effrayé, le rat s'immobilise. Puis, ils injectent des médicaments expérimentaux dans l'amygdale du rat et remettent l'animal dans la cage qu'il a appris à craindre. Le rat devrait se figer, mais ce n'est pas le cas. Le produit semble avoir empêché la réaction de peur du rat vis-à-vis de la cage où il a reçu des décharges. Si on pouvait cibler les peurs anormalement fortes, ce serait une grande avancée. Ce traitement n'en est encore qu'au stade expérimental et n'a été testé que sur des rongeurs. Mais s'il s'avérait concluant chez les humains, il n'effacerait pas pour autant les souvenirs dont on veut se débarrasser. Ceux-ci sont stockés dans de nombreuses zones du cerveau et sont donc difficiles à cibler. Mais ce traitement pourrait éliminer des réactions physiques involontaires provoquées par les souvenirs associés à la peur. En cas d'agression, vous vous souviendriez de ce qui s'est passé, mais vous ne trembleriez peut-être plus en repensant à ce moment. Pourquoi ne va-t-on pas plus loin en éliminant l'amygdale? Pourquoi ne créerait-on pas une race d'êtres humains dépourvus de peur? La peur est en nous. Elle a évolué car elle nous protège du danger. Ainsi, on ne traverse pas la rue n'importe comment, car notre amygdale se met en alerte et nous empêche de le faire. Elle ressent les ennuis et nous pousse à faire des choses pour nous protéger des dangers éventuels. Quand on ressent de la détresse pour les autres, c'est qu'on a soi-même ressenti cette détresse. Le fait de ressentir un certain degré de peur pourrait faciliter le développement de la conscience. Ressentir la peur n'est donc pas forcément une mauvaise chose. C'est même une bonne chose, car chaque personne agit en fonction de sa réaction subconsciente face aux menaces. Oh non! La peur est ancrée au plus profond de chaque cerveau humain. Certains d'entre nous sont de nature plus peureuse que d'autres. Mais même les personnes les plus intrépides sont contrôlées par la même lutte féroce entre l'homme des cavernes inquiet, enfoui dans leur amygdale, et leur esprit conscient, moins stressé. Parfois, on perd la bataille et on se retrouve avec des peurs qui resteront ancrées en nous à vie. Mais quoi qu'il arrive, les peurs sont nécessaires pour nous protéger des menaces de la vie quotidienne.